Clécy. Je sais même plus c'est quoi mon nom. Clécy. Salut les clés. On devait parler de des prochaines sorties, des prochains projets. Ouais, et voilà. Mais c'est assez difficile de se concentrer là, vous avez pas idée de comment on filme. Si on peut appeler ça filmer. Déjà on a scotché mon téléphone sur un trépied. Déjà il y a un trépied. Il y a un trépied, mais on l'a scotché dessus. Et la chambre, comment dire? Est-ce que c'est une chambre? Bah c'était anciennement mon studio qui n'est plus ni mon studio ni ma chambre. Ouais, c'est un grenier. Il y a des planches contre les murs, il y a des cartons, il y a une chaise avec des trous dedans. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une penderie démontée, ouais, l'horreur quoi, on n'arrive pas à se concentrer. Mais... Ouais, c'est toujours ça quand vous déménagez de quelque part, votre ancienne chambre devient un grenier. C'est toujours comme ça. On va essayer quand même de se concentrer et de parler du coup de nos projets et bah avec... Il y en a qui savent, mais avec Clem de la chaîne Les Contes de Clé, on écrit des romans. Oui. Des fois, ça nous arrive. On n'en a pas écrit beaucoup, mais ça arrive. Un. Un et demi. Ah, Le deuxième arrive, attention. Attention. Et du coup, ça fait un moment déjà qu'on a mon roman à la base, parce qu'on va dire l'idée de base, c'était moi, mais t'as tellement bossé dessus qu'au final, c'est... J'ai tout refait. Voilà, c'est tout été acheté, j'ai tout refait, j'ai tout réécrit. Voilà, il m'a dit donc en fait c'est mon roman, mais j'ai mis son nom à j'ai mis son nom à ma place parce que la galanterie. T'es bête. Et... Non, je rassure tout le monde, le livre qui va sortir est 100%. Mais non, justement, il n'est pas 100%. On a du mal à définir ce que c'est cette collaboration. C'est un genre de monstre. Ouais, moi je dis c'est un roman quand même écrit à quatre mains. Ok, l'idée de base, c'était moi, mais c'était moi quand j'avais 15 ans. Que j'ai développé au fur et à mesure, mais après tout est arrivé. Ouais, et déjà sur l'idée de base, en plus, t'étais là quand même. C'est toi qui as eu l'idée de Nidois, du personnage principal. De l'intrigue. Mais ouais, du coup, c'est assez bizarre parce qu'en fait, j'ai tout écrit, mais c'est toi qui as tout repris derrière et qui m'a dit tous les endroits qu'il fallait modifier et t'as apporté énormément de modifications. Donc bah, c'était à l'époque où j'adorais analyser des histoires, analyser ce qu'on aimait en fait quand on lisait une histoire ou quand on regardait un film, etc. Et bah, tout ce que j'aimais, j'avais envie de le retrouver dans cette histoire quelque part, puisqu'on m'a demandé mon avis. Du coup, quand on me demande mon avis, bah, moi je le donne et je me dis tiens, ce serait peut-être mieux ça, ce serait peut-être mieux ceci comme ça. Et de fil en aiguille, bah, j'en suis venu à écrire quelques petits chapitres de mon côté, qui sont venus se greffer au bouquin, qui était déjà fini à la base. Donc ça a fait un plus gros livre encore, bah, pour plus de plaisir. Et bah, du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous donner un peu des nouvelles, parce que c'est vrai que ça traîne en longueur cette histoire. Heureusement qu'on n'a pas lancé de campagne Ulule, j'ai envie de dire. Oui. T'imagines, on a dit, oh oui, campagne Ulule pour le mois de septembre de l'année dernière. Là, ouais, on aurait eu des mois de retard, ça aurait été horrible. Donc, non, heureusement qu'on l'a pas fait. Parce qu'au final, ça s'est trouvé quand on s'était dit que, c'était pas très français, qu'on sortirait le livre en janvier, puis en février. Non, c'était en novembre. Non, la toute première, j'avais dit peut-être en septembre, on arriverait. Après, on a décalé à novembre. Oui. Après, on a décalé à janvier. Après, on a décalé à février. Et là, vraiment, il nous manque un truc. Il nous manque les ISBN. Bah, le livre est fini depuis le mois d'août. Ouais. Non, même avant. Même avant. C'est parce que j'attendais mon petit créneau libre pour la correctrice, mais c'est fini depuis avant déjà. J'ai fait des tentatives de couverture. Si je trouve le courage, je vous les mettrai dans le montage. Qui sont très bien, d'ailleurs. Et au final, on a décidé d'aller voir une vraie illustratrice qui a un talent de dingue, qui a un crayon magistral. Ça me rappelle un petit peu un petit style à la Don Bluth ou même à la Arcane tout récemment, qui est sorti. Donc je suis tombé amoureux de cette couverture. Et on a dit bah banco, on va prendre le temps de laisser, on va laisser du temps à cette illustratrice de terminer la couverture. Et pour sa défense, elle aurait fini en 3-4 semaines si de notre côté on n'avait pas été aussi lent. Ça tombait mal. On avait des problèmes de communication et puis tout le monde était très occupé. Donc avec Noël après c'était horrible, laisse tomber. Donc, en Suisse il n'y a pas trop de... Il n'y a pas la fibre, il n'y a ni la wifi, il n'y a rien. Bah ouais, c'est toi qui avais rien. La 4G ça passe pas.
à cause des montagnes. Malheureusement, on a pris du retard sur ça, mais là, la couverture est finie. En fait, il y a tout qui est fini. Il nous manque un seul truc, c'est les ISBN, parce que épopée fantastique. Parce qu'à la base, je m'étais dit, on va prendre les ISBN d'Amazon, mais on est coincé. Si moi, de mon côté, je vais faire voir un imprimeur en Suisse, par exemple, et que je vais vendre en Suisse, je suis coincée avec ces ISBN-là. Comme elle est suisse, ça complique un petit peu tout, surtout que Amazon KDP n'existe pas en Suisse. Il n'y a pas créé votre compte Amazon KDP version suisse. Du coup, pour elle qui est suisse, j'ai réussi à m'en créer un... Non, c'est juste que ça livre pas. Il n'y a quasiment pas Amazon. Chez nous, c'est Galaxus. Donc, ouais, pour même se faire livrer les épreuves, je suis même pas sûre que je me ferais livrer, tu vois. Non, je me souviens que dans Amazon KDP, quand il y a un moment, il y a un menu déroulant où il te demande... Non, ça c'est pour les ISBN. C'est les ISBN. C'est ça l'épopée des ISBN, parce que du coup, oui, je reprends que je m'étais dit on va prendre ceux d'Amazon, mais que finalement j'ai dit non. Et je me suis renseignée pour prendre des ISBN suisses. Et les ISBN suisses, ok, on les a en 2 jours. Mais c'est 300 balles, c'est un peu moins de 300 balles le ISBN. Qu'est-ce que tu fais avec ça si tu dois publier en e-book, en broché, en version collector, tout ça? Tu peux pas, tu dois recommander à chaque fois. C'est horrible. Donc il a fallu que le temps qu'on se reconcerte, parce qu'il y a eu des problèmes avec le téléphone, enfin bref. Oui, aussi. Voilà, on pensait chacun qu'on se faisait la gueule, alors qu'en fait, les notifications ne marchaient pas. C'est trop bête en fait, on aurait dû s'appeler directement, mais bon, voilà. Et comment dire, du coup, c'est lui qui a pris c'est toi qui a pris les ISBN français, mais c'est 3 semaines d'attente. C'est 3 semaines d'attente, donc ça devrait aller assez vite, hein, en vérité. Enfin, en fait, l'objectif, c'est de vendre le livre, pas en Suisse. Enfin, dans un premier temps, on va le vendre en France. Amazon, peut-être Fnac après, etc. Et elle, grâce aux ISBN, non, les ISBN sont français, tu pourras pas. Non, c'est bon parce que mon co-auteur est français, je pense que ça marche. Justement, c'est une question que j'avais posée sur Twitter et personne n'a su me répondre. Parce que c'est une collaboration un peu internationale et quand même la Suisse, la France. Mondial. Qu'est-ce qu'on fait? on fait quoi au niveau de... Moi, je pense que c'est légal. S'il est co-auteur et que c'est des ISBN français, je peux les vendre. J'y connais rien, à vrai dire. Donc, si vous savez, éclairez-nous. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein, parce que qu'on ne se rende pas illégal de quelque chose sans le vouloir. Moi, je pense que c'est bon. Un des auteurs est français, c'est bon. Heureusement. Donc, ouais, du coup, il y aurait tout ça à vendre. Et il faudrait aussi qu'on fasse... Moi, je pense qu'on prendrait des exemplaires papier parce qu'au mois de mai... Alors, du coup, pas toi. Parce que toi, tu vas travailler ce jour-là, mais il n'y aura que moi. Je suis invitée à un festival médiéval et ce sera pour vendre les livres. Donc, je vous communiquerai le lieu, la date plus tard parce que toi, il travaille sur ce projet. Donc, c'est pas encore... Je travaille sur le projet du marché médiéval. Du coup, c'est organisé par une ville. Hein, voilà. Et comme la communication n'est pas tout à fait officiellement lancée, on peut rien dire pour l'instant. Mais voilà, ça aura lieu au mois de mai, ça c'est tout ce qu'on peut dire. Et j'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui viendront. Ce serait trop chouette. Me laissez pas, s'il vous plaît, me laissez pas comme ces pauvres auteurs qu'on voit, vous savez, à la Fnac et tout, sur un petit coin comme ça. Puis il sourit à tout le monde qui passe. Arrêtez-vous pour me parler et acheter mes livres. Me faites pas ça, s'il vous plaît. Achetez un livre, s'il vous plaît. Juste un. Que je puisse m'acheter des coquillettes. Je trouve que c'est même pire qu'il n'y en ait qu'un, en fait. C'est juste un de toute la journée, ce serait horrible. Ah non, j'avoue. J'ai un peu peur de ça, je vous cache pas. Mais bon, il faut quand même le faire, c'est une expérience, ça a l'air cool. Oui, voilà, pour un premier livre. Mais ouais, voilà, faut y aller. J'espère pas vendre, on n'espère pas vendre des 1000 et des 100. Personnellement, c'est un truc un peu bizarre. J'ai mis beaucoup d'argent dans ce roman. Parce que quand même, l'illustratrice, voilà, la correction, et puis tout ce qu'il y avait autour. Hein, et que je vais sûrement mettre autour parce qu'il y aura une campagne de com, si on y arrive. Je voudrais faire un mini trailer. Mais bon, du coup, il va falloir embaucher quelqu'un, sauf si tu y arrives. Voilà. Sauf si je m'y colle. En fait, juste pour la petite anecdote, aussi pourquoi sur ma chaîne je ne fais plus trop de vidéos. Bon, déjà, c'est parce que je travaille maintenant. Je ne suis plus au chômage. Et l'autre raison, c'est aussi parce que je me forme en autodidacte complètement à côté de mon travail pour devenir matte painter. Matte painter, c'est quoi? Si vous voyez dans un film ou dans une série, quand il y a un fond vert, ce fond vert, il faut bien le remplir par quelque chose, en général par des paysages. Et les gars qui font ces paysages, c'est des matte painters. Ils le font en 3D ou en 2D sous Photoshop. Du coup, j'apprends à faire ça. Et si j'arrive à assez bien maîtriser des logiciels 3D, comme Maya ou Blender ou n'importe, je pourrais peut-être réussir à faire un mini teaser, trailer de quelques secondes de la vision qu'on a de Nidoi.
notre vision du petit trailer, moi je donnerais un truc assez simple en fait parce que tout ce qui est cristal, lumineux, donc les lumistos, oui, les lumistos, ça tient une place assez importante dans le roman, on va dire. Et de toute façon, c'est comme une plante en fait dans notre univers, il y en a partout. Du coup, moi, ce serait sur ça que je voudrais me concentrer. Et puis, vraiment un petit truc très simple avec un jeu de lumière. Ouais. Donc, on dit c'est très simple, mais ça va prendre des semaines à faire, quoi. Oui, oui, pour vous donner une idée, à chaque fois qu'un painter se met sur un job de 30 secondes à l'écran, une cinématique de 30 secondes, même pour un jeu vidéo ou n'importe, ça peut lui prendre 3 mois de travail pour 30 secondes. Oh, quelle horreur. Voilà. Donc, j'espère pas prendre autant de temps. Bon, il fera pas 30 secondes, hein, il fera moins, parce qu'après il y aura un écran noir et une voix off. J'ai cru que tu allais dire il fera beaucoup plus. Non, on va pas faire une bande-annonce non plus. Hein. Non, ça sert à rien, les bandes-annonces, je sais pas, ça me sort totalement, moi quand je vois la bande-annonce d'un livre, je sais pas si ça vous le fait, ça me sort totalement du truc, j'ai pas envie de l'acheter après parce qu'en fait on s'attend à voir un film. Ouais, c'est extrêmement bien fait et on veut voir un film ou une série, n'importe, quelque chose d'animé avec des vrais acteurs, etc. Soit c'est complètement nul et ça dessert complètement et ça, voilà. Et il y en a plein qui sont... C'est horrible, hein, faut pas dire du mal comme ça des gens qui font leur trailer, mais il y en a plein, ils ont pas les compétences, c'est raté quoi. Peut-être leur livre est génial, mais alors avoir le trailer, la bande-annonce, on fait oh quelle horreur. Quand c'est les gens, quand c'est des auteurs autopubliés qui les font eux-mêmes, j'ai pas à les blâmer, mais quand c'est des maisons d'édition... non, c'est pire. Qui ont payé, qui mettent de l'argent dans la communication, qui sortent des trailers pareils, ouais. On dirait que c'est amateur et fait avec les pieds, quoi. Oh, quelle horreur. Du coup, guettez nos réseaux sociaux, alors surtout plutôt mon compte Instagram, vous le retrouvez dans la barre de description. Même le tien en vrai. Hein. Oui, je mettrai les images aussi sur lui. Donc on fera sûrement y a une cover rebelle, ça c'est sûr. Waouh, l'accent anglais super que j'avais. Il y aura une cover rebelle. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Communiquer tout au long quand même pour vous dire quand est-ce que ça sort exactement. Essayer de teaser des petits trucs par-ci par-là. Mais attendez-vous à mars-avril, ouais. Ah, pourquoi pas avril pour mon anniversaire, ça peut être cool. Ça peut être très cool. Et d'ici là, on a le temps de faire des petits trailers et d'autres visuels. Parce que du coup, je dessine aussi un petit peu, genre des paysages, des champignons, des cavernes. J'adore faire ça, on pourra en faire un peu plus. Et sachant aussi qu'il y a un autre projet. C'est la deuxième chaîne YouTube que j'ai déjà créée, mais il n'y a rien dessus. Et je sais pas si je l'intitule Soubou, tout simplement, ou si j'intitule La fin du Soubou comme le livre en fait. Et dessus, ce serait surtout pour faire des vidéos du lore. Mais je vais pas amener ça en mode bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de telle créature. Je pense que je vais essayer de faire une petite mise en scène. Ça va être dit dès le départ que c'est du faux, entre guillemets, je vais faire croire que voilà, on a trouvé un livre, voilà, et essayer de faire une immersion un peu comme ça. C'est vraiment une chaîne qui va être dédiée à tout le lore, au background de l'univers qu'on a créé ensemble. Ouais. Et pour essayer de rentrer un petit peu plus dans l'esprit des personnages, dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent, mais aussi les décors, voilà, comme tu l'as dit, ou même tout simplement le bestiaire. Ça peut être aussi le moyen pour moi de poster, de m'exercer au matte painting justement, en faisant quelques créations, puis en les mettant sur la chaîne. Pour les miniatures déjà, rien que ça. Parce que là j'ai quelques idées de miniatures. En fait j'ai déjà quelques vidéos que j'ai écrites. J'ai des idées de miniatures, mais j'ai peur que ça colle pas. Parce que moi et Photoshop et tout ça, c'est même pas la peine d'espérer. Hein. C'est la catastrophe. Mais oui, voilà, il y a ce petit projet-là. Alors du coup, si le roman sort début avril, j'ai un petit peu le temps d'avancer là-dessus. Sinon, tant pis. Franchement, on se prend pas la tête sur ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'il faut absolument communiquer des mois avant le lancement du roman. Nous, honnêtement, on est plus... ça y est, ça fait 15 ans qu'on l'écrit. C'est enfin fini. Allez, on passe à autre chose là. Oui, c'est vrai qu'on fait partie de ces auteurs de romans qui, on n'espère pas en vivre. Donc à partir de là, on n'est pas hyper stressé par la chose. On est juste content de vous le proposer. En fait, moi, ça me fait exactement le même effet que quand j'ai fait une vidéo YouTube super longue. Par exemple, dans mes vidéos qui ont été le plus travaillées, il y a celle où je vous parle de mes origines et que j'ai été visiter le château de mes ancêtres. Elle n'a pas beaucoup de vues, mais alors j'ai adoré travailler sur celle-là. Elle était très longue. Et ça me fait le même effet pour le livre. C'est genre, j'ai travaillé dessus, je suis trop contente, ça y est, je publie ça et tout le monde est content. Après, bien sûr qu'on aurait pu proposer sur Wattpad, gratuitement. Mais j'aime bien ça n'a avoir pas le même impact. Ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas concret Wattpad.
Et puis j'arrive pas à être sur ces plateformes, ça m'aurait gonflé. Donc, Et j'ai toujours aussi dans l'idée qu'il faut essayer, même si ça reste amateur, d'essayer de faire les choses le plus professionnelles possible. Mais ne serait-ce que pour... on vous le doit en fait, on le doit à tous les gens qui vont lire l'histoire, qu'ils se disent ils ont un vrai livre entre les mains, ils ont une vraie histoire qui a été pensée, etc. de A à Z entre les mains, des personnages qui ont été peaufinés de A à Z entre les mains, et il faut que le matériel, il suive aussi derrière, qu'il soit autant de qualité en fait. C'est pour ça que ça nous a semblé naturel de nous diriger tout de suite vers Amazon, qui propose quand même des qualités d'impression assez bonnes, en dépit du prix qui reste assez élevé. C'est l'inverse que je veux dire. Une qualité qui est assez bonne, même si le prix n'est pas si élevé que ça. Et c'est vrai que concernant les maisons d'édition, on n'a même pas cherché, on n'a rien envoyé. C'est pas qu'on s'en fiche, mais honnêtement, moi ça me stresse déjà de travailler pour quelqu'un. Alors, dans cette optique-là, de se dire déjà, est-ce que les tomes suivants seront publiés? Ça se trouve, non, ils voudront jamais et il n'y en aura qu'un. Et c'est d'une tristesse, ça, déjà. Et en plus de devoir tenir des délais, de toucher quoi, 3 à 5% du prix, non, mais ouais, non, puis au-delà de ça, c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour être un auteur publié, en fait, par une maison d'édition. Ça reste un métier, ça reste une branche du métier qui est encore à part, en fait, où l'attitude est différente, où on écrit pour différentes raisons, encore une fois, où notre façon de se comporter envers les auteurs, envers les lecteurs, envers l'éditeur sont différentes. Non, pour moi, c'est deux choses, c'est complètement deux choses séparées. C'est deux univers complètement séparés. On a choisi l'auto-édition parce que liberté complète et puis chill en fait. On met 15 ans si on veut. C'est ça. C'est absolument pas corporate du tout. On sait qu'on va pas vendre pour 5 000, 10 000 euros de bouquins. Mais peu importe en fait, puisque on avait dès le départ, on n'avait pas dans l'idée d'en vivre. Contrairement aux auteurs qui sont publiés, qui sont auteurs jour pour jour, c'est parce qu'ils ont des délais à tenir, c'est parce qu'ils espèrent en vivre, dégager un salaire, un revenu de ça. C'est pour ça qu'ils font énormément de communication autour, c'est pour pas louper le coche. Nous, on n'a pas les mêmes impératifs, donc voilà en fait. C'est presque plus un jeu en vrai, hein, pour nous, pas un jeu. C'est notre hobby qui se concrétise. Puis même si ça prend des années et des années et des années, il y a quelque chose quand même qui se construit. Je prends l'exemple d'Alexandre Astier avec Kaamelott. Le film, il est sorti combien de temps après le dernier épisode de la série saison 6? Mon Dieu, on a eu le temps de vieillir. 5 ans, 6 ans, presque 10. J'exagère, pas 10 ans, mais un peu moins de 10 ans. Moi, je sais pas, franchement. Des années après. C'était long, hein, l'attente. Et comme lui, pareil, il avait dit la même chose en interview. Si le deuxième film doit sortir dans 5 ans, ça sortira dans 5 ans. Pas grave, en fait. Et nous, c'est pareil. Non, je pense pas que ça prendra encore 15 ans, c'est pas parce que j'ai eu des questions sur Instagram, je les ai pas notées, mais je les ai de mémoire. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que le tome 2 ça prendra aussi 15 ans à écrire. J'ai pas envie de leur dire non. Non. Si. Non, allez, moins 10 ans. Ouais. Non, pas 15, là, 14 et demi. Là ça va mieux, disons que quand j'ai commencé j'étais ado, déjà il y avait les études, après j'ai rencontré mon mari, après j'ai eu des enfants. Enfin, ça s'est enchaîné quoi, c'est pas alors possible. que là ça se débloque un petit peu. Ouais, voilà, ils vont commencer l'école, donc je vais être un peu plus libre. Toi aussi, peut-être tu pourras plus m'aider sur les soirs. Tu as plus tes études, donc bon, tu travailles. Mais c'est des horaires un peu moins violents, j'ai l'impression. C'est des horaires beaucoup moins violentes. Et puis la preuve, ça me laisse le temps de me former en autodidacte sur le made painting. Mais voyez, moi j'ai fait le choix de me former en made painting. Ce temps que j'alloue au made painting, j'aurais très bien pu l'allouer à l'écriture d'un deuxième Kepler, qui est mon premier livre. Mais voilà, c'est qu'une question de choix. Et rien ne dit que plus tard, quand je serai un peu plus vieux, je vais pas écrire le tome de Kepler et ça va sortir et ça va me plaire tout autant. Qui m'avait posé cette question? Ah oui, quelqu'un m'avait demandé de quoi se parle. Oh non, mais non. Je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ça parle de ça. Non mais c'est vrai, on a tellement pas parlé du livre. De temps en temps, je mets un petit dessin, je dis oh c'est beau, c'est super, oh ça va être cool, là, lui c'est Nidois. Mais en vrai, on parle pas de quoi ça parle. Ouais, c'est ça, de quoi ça parle. De quoi ça parle alors? C'est complexe, hein? Oui. C'est horriblement difficile de vous dire ça comme ça, sans avoir rien préparé. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'un mec qui découvre que son peuple se fait manger. Voilà, c'est toute la trique du livre et
toutes les questions existentielles dramatiques qui se posent avec ça, c'est vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de ce gars, comment auriez-vous réagi, étant donné en plus la position très spéciale de ce personnage, on peut révéler son nom. Nidoa, ouais. Nidoa, c'est le personnage principal, voilà. Sa position qui est très spéciale dans le roman, Ouais, son statut social, il est etc. déjà lui-même en quête d'identité en fait. Oui, on a essayé de mettre les grands principes qui composent une bonne histoire. Hein. Un héros qui débute dans un lore aussi vaste est toujours plus ou moins en quête d'identité. Finalement, dans toutes les histoires, c'est un petit peu ça. Et donc il va essayer de se chercher lui-même et en cours de ce chemin, il découvre que son peuple se fait bouffer. Et c'est la base de l'histoire, on vous spoil rien du tout. Hein. C'est direct dans le prologue, vous allez voir, c'est tout de suite. C'est un peu comme... Il a failli vomir. C'est un peu comme Jurassic Park. Quand vous achetez le livre, vous dites pas « Oh, ils nous ont spoilé, on sait qu'il va y avoir des dinosaures dans le parc. » Là, ce sera pareil, vous le savez, c'est le thème, parce que c'est un thème, c'est l'intrigue principale. Et voilà, il n'y a pas de spoil, vous allez comprendre très très vite. Le thème, c'est le cannibalisme. Non, c'est pas tout à fait du cannibalisme, mais justement, c'est un thème qui me tient à cœur par rapport à une période de ma vie. Mais ça, je vous dis. T'as déjà mangé? Non, mais ceux qui me connaissent un petit peu, qui vont lire le livre, ils vont se dire « Ah, effectivement, je vois à quelle période ça l'a travaillé, ce truc-là. » Moi, je vois pas. Tu vois pas du tout? Non, c'est vrai? Attends. Tu te rappelles pas, il y avait une période de ma vie où je te passais plein de reportages et tout. Ah oui, d'accord. Okay. Je pense que si on peut leur révéler que dans le livre, en plus du personnage principal qui est Nidoa, qu'on suit genre dans au moins plus de 70 ou 90% du temps, 80% du temps, il y a un second personnage qui est également très très important, qui est un peu une sorte d'opposé à Nidoa, mais qui va occuper petit à petit une place vraiment centrale lui aussi, qui va peut-être devenir le deuxième personnage principal. Mais c'est clairement le deuxième personnage principal. Et on espère que vous allez l'aimer au moins autant que Nidoa. Est-ce qu'on a répondu à la question de quoi ça parle? Ouais, un type qui découvre que son peuple se fait manger, ça je pense c'est assez explicite, mais peut-être après l'ambiance, parce qu'il y a des gens qui me demandent si c'est avec des elfes, s'il y a de la forêt, tout ça. Ah, peut-être au niveau de l'ambiance. Ouais, mais alors, vraiment, vous attendez pas à un truc de fantasy normal, je sais pas comment dire. Vraiment, on a voulu tout baser sur du souterrain, quoi. Donc, oui, complètement, donc le bestiaire est adapté. Il n'y a pas de surface, jamais. Donc, faut pas s'attendre à des arbres, à des machins, des elfes et tout. Il n'y a pas ça. Des fées. Voilà, c'est des créatures, déjà tous les peuples qu'on a mis dedans, c'est des peuples inventés. Alors certes, il y en a certains, ça fait penser... je sais qu'on a une de nos bêta-lectrices, son personnage préféré, c'est le deuxième personnage principal. Et quand je lui ai demandé comment tu l'imagines, elle a imaginé Thranduil. Ah d'accord, oui, forcément. Il y a une autre personne qui m'a dit qu'elle avait imaginé le prince Nuada dans Hellboy 2. Oui, aussi. Et là je suis plus d'accord pour ça, parce que moi aussi ce serait un mélange en fait. Plus le prince Nuada, c'est vrai, parce que dans Hellboy 2, ils sont déjà souterrains en plus. Oui, en plus, ils vivent sous terre. Ils sont devenus souterrains, donc on sait pas exactement à quoi ils ressemblaient quand ils étaient à la surface. Parce que ça fait des milliers d'années qu'ils sont sous terre, donc ça se trouve que dans Hellboy 2, ils ont déjà changé par rapport je pense, à avant. Donc mais en plus on est plus parti sur ça en termes de design pour essayer de se représenter les peuples qui vont composer le livre. Puis sachant que je me suis énormément inspirée, ça je vais pas m'en cacher. Alors tout le monde, les gens qui ont lu mon livre, enfin le début et tout ça, je sais pas si tu te rappelles, tout le monde me disait t'as clairement copié Dark Crystal. Alors que non, déjà d'une, si vraiment il y a quelque chose que j'admets avoir été influencé, c'est la légende de Drizzt. Ouais. Parce que voilà, c'est des elfes noirs avec des cheveux blancs qui vivent sous terre. Moi, mes personnages, c'est pas des elfes, mais ils ont les cheveux blancs et ils vivent sous terre. Mais non, Dark Crystal, je vois pas trop. Bah, c'est à cause des cristaux. Vu que je dis toujours que les cristaux c'est important, voilà, il y en a un peu partout, ça fait de la lumière. Je sais pas pourquoi les gens s'imaginent Dark Crystal. Au passage, entre parenthèses, la série Dark Crystal est un chef-d'œuvre. C'est une erreur que Netflix l'ait annulée. Voilà, c'est bon, parenthèse fermée. On oublie. Quelle honte. Ouais, tellement dommage. Autre question qu'on m'a posée, bon, celle-là c'était pour la blague, mais c'était en gros, qu'est-ce qu'on fait si Amazon ou Netflix ou qu'importe nous dit votre histoire est trop cool, on la veut? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend notre âme au diable et on empoche le petit pactole? Pactole pognon. Ou est-ce qu'on leur dit non
et l'histoire reste intacte. Parce que moi, clairement, j'ai peur là, avec toutes les adaptations ratées de romans qui sont en train de nous pondre. Genre La Roue du Temps, oh mon dieu. Bah, c'est raté pour nous, mais Ouais, pour vrai, beaucoup d'autres personnes, c'est réussi. Et peut-être que l'objectif d'Amazon ou de Netflix, c'est de fédérer finalement un public qui est n'aurait pas très forcément différent, lu le livre, c'est vrai. qui ne lisent pas, voilà, par exemple. Moi, je pense que c'est plutôt ça l'optique en fait. C'est d'essayer de fidéliser un public qui n'est absolument pas la cible de départ. Alors pour moi, je trouve ça bizarre d'essayer de produire un contenu pour une cible qui n'est pas la bonne cible, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, dans l'optique de fédérer, de fidéliser de nouvelles personnes, je comprends la chose. Mais si après vraiment Netflix ou n'importe venait nous voir pour une éventuelle adaptation, alors je dirais non à Netflix, je dirais non à Amazon, mais HBO, je dis oui tout de suite. Ah, c'est vrai que comme c'est de la dark fantasy, parce que ça on n'a pas dit le genre, c'est la dark fantasy. C'est assez... j'ai pas fait trop glauque pour le tome 1. Parce que voilà, mais il y a quand même des choses, laissez pas vos enfants dire ça par exemple. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé, une personne que je connais en Suisse qui a grillé que je faisais des vidéos et tout ça. Oui, c'est atroce, elle est venue me voir dans la rue et tout. Et puis, et puis elle m'a demandé pour mon livre qui allait sortir si pour sa nièce de 14 ans qui adore la fantasy c'était ok. Franchement, 14 ans, je sais pas. Hein. Si. Ah non, il y a des scènes horribles. 14 ans, c'est quoi? C'est le collège? Ouais. Bah, il y avait Eragon à l'époque, bon c'est pas de la dark fantasy, mais dans Eragon, il y a, je crois dans le bouquin, il y a des scènes où des cadavres calcinés, des machins comme ça. Ouais, mais là, attends, il y a 2 scènes, je vous spoil du coup, il y a une scène d'orgie, celle-là, il y a le côté voilà, nudité, et il y a une scène, la fameuse scène où les héros découvrent ce qui se passe, et clairement, c'est des scènes d'abattoir, quoi. Ça, je sais pas, hein, je sais pas, moi j'aurais tendance à dire oui, parce que c'est au collège qu'on fait les découvertes, c'est au collège qu'on commence à vraiment s'immiscer un petit peu dans le monde des adultes aussi. 14 ans, mais alors enfant très mature, hein, pas 14 ans impressionnable. Moi, mes premiers livres d'horreur, c'était au collège aussi. Je sais pas si on peut dire que L'Apprenti Épouvanteur, c'était mon premier livre d'horreur. Ah, je sais pas, ouais, non. Du coup, la cible, moi j'ai... 16 ans, allez, La Poire en deux, 16 ans. Mais en fin dessous, collège, éviter, quoi. Je préfère, parce qu'il y a des scènes qui peuvent heurter quand même. Désolé, on a coupé une grosse partie parce qu'on est parti en fou rire et puis j'ai raconté n'importe quoi. Donc attends, on reprend, c'était par rapport à HBO et le fait que j'étais d'accord qu'il reprendrait assez bien le côté glauque. Oui. Et que Netflix et Amazon, je pense qu'ils auraient des personnages beaucoup trop lisses et trop jeunes par rapport à ce qu'on imagine nous de ces personnages-là. Un peu trop beau gosse, trop top modèle, c'est très souvent le cas avec les séries Netflix ou Amazon. C'est fortement dommage, on dit, on a un personnage moche dans le livre, Nidoa. Mais clairement tout le monde dit qu'il est moche. Il est moche. Et lui-même se voit comme quelqu'un de moche, voilà. Qui est moche? Il a des cratères dans le visage parce qu'il a eu une maladie étant enfant, ça lui a fait des cicatrices. Si Netflix subjectif, adaptait Nidoa, il prendrait un super beau top modèle et il lui mettrait juste une cicatrice. Et là, voilà, c'est moche. Et puis tout le monde autour serait... Lui, il serait en train de pleurer, je ne suis pas considéré comme beau. Mais c'est tellement pas crédible. Ouais, c'est ça, ça enlève toute la cohérence. Ça enlèverait tout. De même, avec les séries récentes, là... Non, je peux pas. Mais dans La Roue du Temps, c'est ce qui m'a un petit peu choqué. Là, un des héros, je sais même plus son nom. Et déjà, il a un pull, on dirait qu'il sort de chez H&M, son pull. Ouais, pull H&M, Et alors que ça se passe genre dans un truc fantasy médiéval, bon, ça m'a un peu heurté, mais c'était surtout ses cheveux. Il va chez le coiffeur toutes les semaines, le mec, on est d'accord. Il avait des cheveux parfaits. Moi, ça me sort du truc, ça. Non, mais en fait, je cherche pas, je crois que j'ai compris, c'est qu'on est trop vieux. Ouais, on est des boomers. On est des putains de boomers, on est beaucoup trop vieux pour ça, en fait. Parce que, imagine, on aurait vu ces séries à 13 ans, on aurait peut-être aimé, ou à 14 ans, ça se trouve, on serait là en mode putain, c'est génial. Alors, si vous vieux. avez 13 ou 14 ans, dites-nous si vous adorez ces séries, parce qu'on est curieux, du coup, pour le coup, de savoir si c'est juste nous qui sommes des vieux cons, qui n'arrivons pas à adhérer à toutes ces nouvelles séries, mais. Ah non, c'est clair. Mais ça se trouve, c'est juste ça. Hein. C'est fort probable par ça. Quelqu'un qui a posé aussi la question de savoir combien de tomes il y aurait. On va pas spécialement parler de tomes, parce qu'en soi, il peut y en avoir autant qu'on veut. C'est clair. On espère 3 déjà, mais moi, je pense que ça va même plus. On espère aller beaucoup plus que 3. Et surtout, peut-être pas se limiter qu'à des romans.
une histoire peut être racontée de plein de manières différentes. Donc on peut avoir des petits spin-offs à droite à gauche, étendre l'univers quoi qu'il arrive. Ça, moi j'y pense très fortement. Oui, j'ai une idée justement de ça. Je t'en avais parlé d'un des personnages principaux que vous voyez dans le tome 1, mais que peut-être vous ne vous rendrez pas compte que c'est un personnage principal. Mais celui-là, j'ai carrément tout dans la tête là de ce qui lui arrive et je pense faire un spin-off justement sur ça. Surtout si on a une chaîne secondaire qui va parler du lore. Ouais, ce serait l'occasion de se gaver quoi. Ouais. D'en faire le plus possible. Et puis bon, par contre, tu te rappelles notre projet de fantasy humoristique? Ah oui. Ouais. Voilà, on digresse un petit peu parce que alors il a écrit Kepler, on a écrit La fin du Subu, mais on a aussi commencé à écrire un truc de fantasy humoristique qui s'appelle Erani. Ouais, Erani, en hommage à la ville du 95. Oui, parce qu'en fait, dans cette histoire, quasiment tous les noms de personnages ou de lieux, tout ça, c'est des références à des villes du Val d'Oise. Voilà, et qu'on a connues. Et voilà. Donc on s'est dit, Erani, ça sonne bien pour un prénom de fille. Donc voilà, on est parti sur ça. Et inspiré un peu beaucoup des Enchantés. Ouais, oui. On avait tellement aimé le personnage de Tiabini. Le taureau. Du coup, Erani est un peu dans ce style-là. Et ça, on ne voulait pas spécialement l'écrire. Tu te rappelles ce qu'on avait commencé à faire? C'était des épisodes pour faire des épisodes audio. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ouais, et je pense pas qu'on aurait le temps vraiment de faire ça. Donc, dites-nous si un projet comme ça vous intéresserait. Peut-être qu'on s'y remette un de ces quatre parce qu'il y a très longtemps, j'avais publié des extraits sur Instagram. Je pense qu'ils y sont toujours si vous allez voir. Et il y avait des gens, ils étaient morts de rire, qui me disaient qu'on avait vraiment un talent dans l'humour et que c'était dommage d'arrêter ça. Donc, je sais pas. C'est vrai qu'au niveau de l'humour, on est Bob l'éponge et Patrick. Quoi. on a trop regardé. Ouais, clairement, on a été influencés. Donc, c'est des trucs, c'est de l'absurde, mais qui fonctionne. Donc bon, je sais pas, c'est quand même bizarre non, de passer de la dark fantasy glauque, hyper noire, à de la comédie comme ça. Ou alors il faudrait que ce soit un mélange de dark fantasy glauque et de comédie. Ouais, c'est faisable. Hein. Ça peut être marrant aussi, justement, tu vois. Ça peut être très marrant. Mais c'est un peu le cas, hein, parce que si tu regardes bien, dans l'histoire, on vous spoil un peu. En fait, il y a un parasite qui s'introduit dans Erani. Mais la manière dont on a décrit ça, tu te rappelles, c'est absolument immonde. Ouais, c'est immonde, c'est gore. C'est gore, donc... J'avais une image dans la tête. Désolée. Non, vaut mieux pas avoir d'image. Non, faut pas. Mais en fait, je rigole parce qu'on avait, tu te rappelles, ça fait tellement longtemps, on avait inventé le fait que c'était connu, ces parasites-là vivent dans des marécages et c'est connu dans la région que si tu veux traverser les marécages, tu dois te mettre du gros sel dans tous les orifices du corps pour être sûr qu'il va se passer. Les parasites n'aiment pas le gros sel. Comme les limaces. Donc c'est bien mieux. C'était bien dégoûtant. C'est bête. Ouais, on va pas la publier celle-là. On verra si on a du temps un jour. Pour l'instant, on se concentre sur la fin du Subu et c'est déjà bien. Et puis voilà, moi j'ai hâte que ça sorte là, qu'on en finisse, que je passe au tome 2 parce que j'ai un peu honte, mais j'ai dû écrire 3 chapitres. Waouh. Mais attends, quand je te dis 3 chapitres, c'est 3 chapitres en premier jet. C'est-à-dire qu'au début, je vais faire un peu d'effort, je vais bien l'écrire, puis après je vais faire, et puis il rencontre machin, et puis après il va là, fin du chapitre, chapitre suivant. Donc après, il va falloir étoffer sévèrement. Donc il y a du boulot. Hein. Et voilà, tu voulais dire quelque chose sinon, toi? Des questions? Non. Bon, la conclusion. La conclusion. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on espère vous en refaire d'autres très prochainement. Non, sérieusement. Bon non, la conclusion c'est, écoutez, surveillez nos réseaux sociaux. Parce que c'est là-dessus qu'on va dire quand ça sort. Et... Oui, alors surveillez surtout mes réseaux sociaux. Non, les miens. Instagram. Ouais, non, Twitter, non, on est mort là-dessus. Twitter, on est mort, surtout Instagram. Instagram beaucoup, c'est un réseau social qu'on aime bien et juste ça fait des belles photos et voilà. Voilà, donc on va en parler là-dessus, donc guettez-la. Je vais en parler le jour aussi où ça sort, il y a une vidéo bien évidemment qui va sortir. Oui. Sur cette chaîne, alors je vais essayer de faire le trailer pour la sortie justement. Et voilà. Et merci Clément d'être dans cette
Attendez, concentration parce que j'arrive pas à le remercier sans mourir de rire tellement ça sonne faux. En mode Ça sonne trop faux. à bientôt, Merci, merci d'être venu. Et puis après on va aller manger ensemble à côté, c'est bête. Non, ouais. Ben, on peut remercier Clément en tout cas d'apparaître sur ma chaîne, parce que d'habitude c'est... Ah, c'est pas l'inverse, t'es toujours sur ma chaîne, c'est moi qui suis pas sur la sur ma chaîne. Bref. J'ai pas envie de toi sur ma chaîne. Voilà, oui, voilà. Bah, merci à toi d'être venu, d'avoir pris un peu de temps pour faire cette news qui traînait là. Et bah, nous on se dit à très bientôt. Et tout de bon.